Les 39 marches, partie 3, chapitre 7. Le pêcheur à la mouche. Je m'assis au sommet d'une colline et envisageais ma situation. J'étais médiocrement satisfait, car la joie résultant de mon évasion disparaissait sous un violent malaise physique. Les gaz de la chédite m'avaient positivement empoisonné, et les heures d'insolation sur le colombier n'avaient pas amélioré les choses. J'éprouvais un mal de tête fou, et me sentais malade comme un chien. Mon épaule était mal arrangée. Au début, je croyais qu'il s'agissait seulement d'une ecchymose, mais elle commençait à enfler et je ne pouvais plus me servir de mon bras gauche. J'avais projeté de retrouver la cabane de M. Turnbull, afin de reprendre mes affaires, et en particulier le calepin de Scudder. Après quoi je rejoindrais la grande ligne et retournerais vers le sud. Il me semblait que plus tôt je me mettrais en relation avec l'homme du Foreign Office, Sir Walter Bullivant, mieux cela vaudrait. Je ne voyais pas comment je pourrais obtenir plus de preuves que je n'en avais déjà. Il accepterait mon histoire ou la rejetterait, mais de toute façon, avec lui, je serais en meilleures mains qu'avec ces diaboliques Allemands. J'éprouvais une bienveillance croissante à l'égard de la police anglaise. Il faisait un merveilleux clair d'étoiles, et je n'eus pas grande difficulté à trouver mon chemin. La carte de Sir Harry m'avait donné une idée générale du pays, et je n'eus qu'à me diriger vers l'ouest-sud-ouest pour atteindre la rivière où j'avais rencontré le cantonnier. Dans toutes ces pérégrinations, j'ignorais les noms des localités, mais je crois que cette rivière n'était rien de moins que le cours supérieur de la Tweed. D'après mon calcul, je devais m'en trouver à quelque 18 milles, ce qui m'empêcherait d'y être avant le matin. Il me fallait donc passer la journée quelque part, car je ne pouvais, mis comme je l'étais, me montrer au grand jour. Je n'avais ni veste, ni gilet, ni col, ni chapeau. Mon pantalon était en loques, mon visage et mes mains noircis par l'explosion. Je suppose que j'avais encore d'autres agréments, car je me sentais les yeux terriblement injectés. Bref, je n'étais pas un spectacle à offrir sur une grande route à d'honnêtes citoyens. Peu après le lever du jour, je tentais de me débarbouiller dans un torrent, puis me dirigeais vers une cabane de paysan, car j'avais besoin de nourriture. Le paysan était sorti, et sa femme restait seule, sans voisin, une lieue à la ronde. C'était une honnête vieille, et courageuse d'ailleurs, car malgré l'effroi que lui inspirait ma vue, elle s'empara d'une hache, dont elle n'eut pas hésité à se servir contre un malfaiteur. « J'ai fait une chute, lui dis-je, sans donner d'explication. Et elle vit à mon air que j'étais très mal en point. Sans me poser de questions, cette bonne samaritaine me donna une jatte de lait additionnée d'une rasade de whisky et m'offrit de me reposer un peu devant l'âtre de la cuisine. Elle voulut panser mon épaule, mais celle-ci me faisait tant de mal que je ne lui permis pas d'y toucher. Je ne sais pourquoi elle me prit. Un voleur repentant, peut-être, car lorsque j'allais pour lui payer le lait et lui tendis un souverain, je n'avais pas de plus petite monnaie. Elle secoua la tête et marmotta que je ferais mieux de donner ça à ceux à qui ça revenait. Là-dessus, je protestai si énergiquement qu'elle dut finir par me croire honnête. Elle accepta la pièce et me donna en échange, outre un vieux chapeau de son homme, un plaid chaud et neuf. Elle me montra la manière de draper le plaid autour de mes épaules, et quand je sortis de la chaumière, je représentais au naturel l'écossais type que l'on voit sur les illustrations des poèmes de Burns. Mais en tout cas, j'étais plus ou moins vêtu. Je m'en trouvais bien, car le temps changea dans la matinée et la pluie se mit à tomber dru. Je cherchais un abri dans le creux d'un ravin, sous un rocher où une accumulation de fougères mortes faisait une couche passable. Je m'y livrais au sommeil, et ne me réveillais qu'à la tombée de la nuit, misérablement courbaturé, lanciné par mon épaule comme par une rage de dents. Je mangeais le pain d'avoine et le fromage que la vieille m'avait donné, et me remis en marche avant l'obscurité. Je ne dis rien des souffrances de cette nuit passée dans l'humidité des montagnes. Faute d'étoiles pour me guider, je dus m'en tirer tant bien que mal, d'après mes souvenirs de la carte. Par 2 fois je perdis mon chemin, et je fis plusieurs mauvaises chutes dans des trous à tourbe. Je n'avais à parcourir qu'environ 10 milles à vol d'oiseau, mais j'en fis plus de 20 grâce à mes erreurs. Vers la fin du trajet, je marchais les dents serrées, la tête vide et bourdonnante. Mais j'en vins à bout,
Et au petit jour, je frappais à la porte de M. Turnbull. Le brouillard était dense et opaque, et de la cabane je ne voyais pas la grand'route. Turnbull en personne m'ouvrit, dégrisé et même plus que dégrisé. Il était tiré à 4 épingles dans un complet noir, antique mais bien conservé. Il s'était rasé pas plus tard que le soir précédent, il portait un col de toile, et dans sa main gauche, il tenait une Bible de poche. Il ne me reconnut pas tout de suite. « Qui êtes-vous, pour venir vagabonder par ici un dimanche matin ?» me demanda-t-il. J'avais entièrement perdu le compte des jours. Le dimanche, telle était donc l'explication de cette grande tenue insolite. La tête me tournait si violemment que je ne pus former de réponse cohérente. Mais il me reconnut et vit que j'étais malade. « Avez-vous rapporté mes besicles ?» demanda-t-il. Je les tirai de la poche de mon pantalon et les lui tendis. « Vous venez sans doute pour votre jaquette et votre gilet. Entrez donc. Fichtre, camarade, vous avez l'air rudement démoli. Tenez-vous un peu, que je vous apporte une chaise. » Je compris que j'en étais pour un accès de paludisme. Il me restait de vieilles fièvres dans le sang, et la nuit d'humidité venait de les faire sortir. De plus, mon épaule et les effets des gaz se coalisaient pour m'aplatir tout à fait. Sans me laisser le temps de me reconnaître, M. Turnbull m'aida à me déshabiller et me mit au lit dans l'une des 2 armoires qui garnissaient les murs de la cuisine. Il ne vous abandonnait pas dans le besoin, ce vieux cantonnier. Sa femme était morte des années auparavant, et depuis le mariage de sa fille, il vivait seul. Pendant près de 10 jours, il me donna tous les soins rudimentaires que réclamait mon état. Il ne me fallait qu'être laissé en paix tant que la fièvre suivait son cours, et lorsque ma peau reprit sa température normale, je m'aperçus que l'accès avait à peu près guéri mon épaule. Mais il fut assez grave, et tout en quittant le lit au bout de 5 jours, il me fallut encore du temps pour me remettre d'aplomb. Il partait chaque matin, me laissant du lait pour la journée et fermant à clé la porte derrière lui. Et à la brune, il revenait s'asseoir silencieux au coin de l'âtre. Pas une âme n'approcha de la maison. Quand je me trouvais mieux, il ne m'importuna pas de questions. À plusieurs reprises, il me procura un Scotsman vieux de 2 jours, et je remarquai que l'intérêt soulevé par l'assassinat de Portland Place était épuisé. On n'en parlait plus, et il n'était guère question que d'une certaine assemblée générale, une sorte de farce ecclésiastique, à ce que je compris. Un jour, il tira ma ceinture d'un tiroir fermé à clé. « Il y a joliment de la galette là-dedans, » me dit-il. « Vous feriez bien de compter pour voir si tout y est. » Il ne s'informa même pas de mon nom. Je lui demandai si personne n'était venu prendre des informations à la suite de mon accès de travaux routiers. « Si fait, un homme en automobile. Il voulait savoir qui avait pris ma place ce jour-là, et je lui ai répondu qu'il était ma boule. Mais, comme il ne me lâchait pas, je lui ai dit finalement qu'il parlait sans doute de mon beau-frère de Clush, qui des fois me donne un coup de main. Il avait l'air d'un homme du Sud, et je ne comprenais pas la moitié de son parler anglais. » Je devins très impatient ces derniers jours, et je ne me sentis pas plus tôt d'aplomb que je décidai de partir. On était alors au 12 juin, et comme si la chance me favorisait, un bouvier passa ce matin-là, menant des bêtes à Moffat. C'était un nommé Hislop, un ami de Turnbull. Il entra pour déjeuner avec nous et m'offrit de m'emmener avec lui. Je forçai Turnbull à accepter 5 livres pour ma pension, mais ce ne fut pas sans peine. Il n'y eut jamais être plus indépendant. Il devint positivement grossier quand je le pressai, et tout rouge et bourru, il prit à la fin mon argent sans dire merci. Lorsque je lui parlais de ce que je lui devais, il grommela confusément qu'une bonne manière en valait une autre. On eût cru, à nous voir nous séparer, que nous nous quittions fâchés. Hislop était une joyeuse créature, qui bavarda tout le long de la montée et jusque dans le val ensoleillé d'Annan. Je lui parlais des marchés du Galloway et du prix des moutons, et il resta persuadé que j'étais un berger de par là-bas. Mon plaid et mon vieux chapeau, comme je l'ai dit, me donnaient l'air d'un vrai Écossais de théâtre. Mais c'est une corvée singulièrement lente que de conduire du bétail, et nous mîmes presque une journée à parcourir une 12aine de milles. Si j'avais eu l'esprit moins inquiet, j'aurais goûté ces heures-là. Il faisait un azur éclatant, le paysage se modifiait constamment, avec ses collines rousses et ses lointaines prairies vertes.
et il s'élevait un concert perpétuel de rossignols, de courlis et d'eau courante. Mais je ne me souciais guère de l'été imminent, et moins encore de la conversation d'Hislop, car l'approche du fatidique 15 juin m'accablait sous les difficultés de mon entreprise désespérée. Je dînais dans un modeste cabaret de Moffat et fis à pied les 2 derniers milles jusqu'à la bifurcation de la grande ligne. L'express de nuit pour le sud ne devait passer que vers minuit, et pour tuer le temps, je montai sur le versant de la hauteur où, fatigué de la marche, je m'endormis. Je faillis dormir trop longtemps. Je dus courir à la station et j'attrapai le train 2 minutes avant son départ. Le contact des dures banquettes de 3e et l'odeur du tabac grossier me réjouirent étonnamment. Et puis, je me sentais enfin prêt à en venir aux prises avec ma tâche. Je fus débarqué à Crewe, en pleine nuit, et il me fallut attendre jusqu'à 6 heures un train pour Birmingham. Dans l'après-midi, j'arrivais à Reading et me transférais dans un train vicinal qui serpentait parmi les bas-fonds du Berkshire. Je me trouvais alors dans une grasse contrée de prairies submergées et de lentes rivières envahies de roseaux. Vers 8 heures du soir, un individu éreinté et sali par le voyage, un hybride entre le valet de ferme et le vétérinaire, avec un plaid à carreaux noirs et blancs sur le bras, car je n'osais le porter au sud de la frontière écossaise, descendit à la petite station d'Artingswell. Il y avait du monde sur le quai, et je préférais attendre d'être sorti de là pour demander mon chemin. La route traversait d'abord un bois de grands hêtres, puis longeait une vallée peu profonde, d'où l'on voyait de verts sommets de dunes par-dessus les arbres lointains. Au sortir de l'Écosse, l'air semblait lourd et fade, mais infiniment doux, car les tilleuls, les marronniers et les lilas formaient des berceaux de fleurs. J'arrivai bientôt à un pont, au-dessous duquel un cours d'eau limpide et lente coulait entre des parterres neigeux de renoncules aquatiques. Un peu plus haut, il y avait un moulin, et son déversoir faisait dans l'ombre odorante un bruit agréablement frais. Ce paysage, en somme, m'apaisa et me tranquillisa. Je me mis à siffler en considérant les vertes profondeurs, et l'air qui me vint aux lèvres fut « Annie Laurie ». Un pêcheur remontait du bord de l'eau, et en approchant de moi, lui aussi commença de siffler. Mon air devait être communicatif, car il suivit mon exemple. C'était un homme robuste, en vieux complet de flanelle peu propre, avec une musette de toile en bandoulière. Il m'adressa un signe de tête, et je crois bien n'avoir jamais vu figure plus fine et plus avenante. Il appuya contre le pont sa mince canne à pêche de 10 pieds et regarda l'eau avec moi. « Elle est limpide, hein ?» fit-il aimablement. « Regardez-moi ce gros là-bas. Il pèse 4 livres comme une once. » Mais le bon moment du soir est passé, et il n'y a plus moyen de l'écrocher. « Je ne le vois pas, dis-je. Regardez là-bas, à 1 mètre des roseaux, juste au-dessus de cette épinoche. Je le tiens, à présent. On jurerait une pierre noire. »« Tout juste, dit-il. Et il siffla encore une mesure d'Annie Laurie. « C'est Wisdom qu'il s'appelle, n'est-ce pas ?» fit-il par-dessus l'épaule, sans quitter des yeux le courant. « Non, dis-je. C'est-à-dire, oui. » J'avais entièrement oublié mon pseudonyme. « Un sage conspirateur ne doit pas oublier son nom, » observa-t-il en adressant un sourire épanoui à une poule de bruyère qui émergeait de l'ombre du pont. Je restais à le considérer, et sa mâchoire ferme et carrée, son front large et ridé, les plus énergiques de ses joues, me firent voir que j'avais enfin trouvé un allié qui en valait la peine. Ses yeux bleus et bizarres semblaient voir très profondément. Tout à coup, il fronça le sourcil. « C'est honteux, fit-il, élevant la voix. Honteux qu'un homme bien constitué comme vous ose demander l'aumône. Je veux bien vous donner à manger, mais vous n'aurez pas un sou de moi. » Un dog-cart passait, conduit par un jeune homme qui leva son fouet pour saluer le pêcheur. Lorsqu'il eut disparu, celui-ci reprit sa canne. « Voilà ma maison, dit-il, en désignant un portail blanc à 100 mètres de là. Attendez 5 minutes, et puis allez-vous-en à la porte de derrière. »
Et là-dessus, il me quitta. Je fis comme il m'indiquait. Au bout d'un chemin que bordait une véritable jungle de boules de neige et de lilas, je trouvai un joli chalet dont la pelouse descendait à la rivière. La porte de derrière était ouverte, et un majestueux maître d'hôtel m'attendait. « Par ici, monsieur, dit-il. Et il me conduisit par un corridor et par un escalier de service à une jolie chambre donnant sur la rivière. J'y trouvai à ma disposition une garde-robe assortie, un habit de soirée avec tous ses accessoires, un complet de flanelle marron, des chemises, col, cravate, rasoir et brosse à cheveux, jusqu'à une paire de bottines de marque. Sir Walter a pensé que les effets de M. Reggie vous iraient, monsieur, dit le maître d'hôtel. Il a ici quelques affaires, car il vient régulièrement passer le dimanche. La salle de bain est à côté, monsieur, et j'ai fait chauffer l'eau. On dîne dans une demi-heure, monsieur. Vous entendrez le gong. L'imposant individu se retira, et je me laissai aller tout ébobie dans une bergère recouverte de gui pur. C'était une vraie féerie de passer tout d'un coup de la mendicité à ce confort bien ordonné. D'évidence, pour un motif qui m'échappait, Sir Walter croyait en moi. Je me regardai dans la glace et vis un personnage basané, hirsute et farouche, avec une barbe de 8 jours, de la poussière dans les yeux et les oreilles, pourvu d'une chemise grossière et sans col, d'informes vêtements de vieille cheviote et de souliers qui ne connaissaient plus le cirage depuis 1 mois. Je faisais un charmant cheminot et un joli bouvier. Et voici que j'étais introduit par un majordome distingué dans ce gracieux temple du luxe. Et le plus beau, c'est qu'on ne savait même pas mon nom. Je résolus de ne pas me casser la tête sur ce problème, et d'accepter les dons que m'envoyaient les dieux. Je me rasai et me baignai avec délice, m'insinuai dans la belle chemise craquante et dans le costume de soirée qui ne m'allait pas trop mal. Lorsque j'eus fini, la glace me renvoya l'image d'un jeune homme assez présentable. Sir Walter m'attendait dans la pénombre d'une salle à manger où une petite table ronde s'éclairait de flambeaux d'argent. À sa vue, à la vue de cet homme si respectable, posé et sûr de lui, incarnation de la loi, du gouvernement et de toutes les convenances, j'eus un geste de recul et me sentis un intrus. Il était impossible qu'il sût la vérité à mon sujet, ou sinon il ne m'aurait pas traité de la sorte. Je ne pouvais réellement accepter son hospitalité sur des bases mensongères. « Je vous suis plus obligé que je ne peux l'exprimer, mais je me vois forcé de mettre les choses au point, lui dis-je. Bien que je sois innocent, la police est à ma recherche. Je tiens à vous en informer, et je ne m'étonnerais pas si vous me jetiez à la porte. » Il sourit. « Ça va bien. Que cela ne trouble pas votre appétit. Nous en reparlerons après dîner. » Jamais repas ne me fit plus grand plaisir, car je n'avais rien mangé de toute la journée que des sandwichs de buffet. Sir Walter me traita avec distinction en m'offrant un champagne supérieur, suivi d'un porto exquis. Je faillis pleurer d'énervement à me voir assis là, servi par un valet de pied et un maître d'hôtel impeccable, et à me rappeler que je venais de vivre 3 semaines durant comme un bandit, avec le monde entier contre moi. J'entretins Sir Walter du poisson-tigre du Zambèze, qui vous emporterait les doigts d'un coup de dent si on le laissait faire. Et nous causâmes synégétique, en long et en large, du globe, car il avait chassé un peu dans sa jeunesse. Nous prîmes le café dans son cabinet, agréable pièce garnie de livres et de trophées, pleine de désordre et de confort. Je pris la résolution, si jamais je me dépêtrais de cette affaire et possédais un jour une maison à moi, de m'organiser une chambre pareille. Puis, les tasses à café débarrassées et nos cigares allumés, mon hôte passa ses longues jambes par-dessus le bras de son fauteuil et me pria de lui débiter mon récit. « J'ai obéi aux instructions de Harry, » ajouta-t-il, « et il m'a promis qu'en échange, vous me raconteriez quelque chose d'intéressant. Je vous écoute, monsieur Hannay. » Je sursautai à l'entendre m'appeler par mon vrai nom. Je commençai par le tout commencement. Je dis mon ennui à Londres, et ce soir où, en rentrant chez moi, Scudder m'arrêta devant ma porte. Je lui répétai tout ce que Scudder m'avait raconté au sujet de Karolides et de la conférence du Foreign Office.
sur quoi il pinça les lèvres en souriant. Puis j'en vins à l'assassinat, et il reprit son sérieux. Il sut tout concernant le laitier, mon voyage dans le Galloway et mon déchiffrement des notes de Scudder à l'auberge. « Vous les avez sur vous ?» demanda-t-il avec vivacité. Et il poussa un soupir de soulagement lorsque je tirai de ma poche le petit calepin. Je ne parlais pas de son contenu, mais je rapportais ma rencontre avec Sir Harry et les discours de la réunion. Cela le fit rire aux éclats. « Harry a débité les pires absurdités, alors ? Je le crois bien volontiers. C'est le meilleur garçon du monde, mais sa ganache d'oncle lui a bourré la cervelle de bourde. Allez toujours, monsieur Hannay. » Ma journée de cantonnier excita son intérêt. Il me fit décrire méticuleusement les 2 individus de l'auto et parut interroger sa mémoire. Il retrouva sa gaieté en apprenant le sort de cet imbécile de Jopley. Mais l'épisode du vieillard dans la maison de la Lande le rendit grave. De nouveau, il me fallut décrire son extérieur dans le dernier détail. Doucereux et chauve, et clignant des yeux comme un volatile, un vrai oiseau de mauvais augure. Et vous avez dynamité son ermitage après qu'il vous eût sauvé de la police. Voilà du noble travail. J'arrivai enfin au bout de mes pérégrinations. Il se leva lentement et, debout sur le devant du foyer, abaissa vers moi son regard. « Vous pouvez rayer la police de vos soucis, dit-il. Vous n'avez plus à craindre en rien la justice de votre pays. »« Grand Dieu !» m'écriai-je, « a-t-on retrouvé l'assassin ?»« Non, mais depuis une quinzaine, on ne songe plus à vous inculper. »« Pourquoi ?» demandai-je avec étonnement. « Tout d'abord parce que j'ai reçu une lettre de Scudder. Je le connaissais un peu, et il a travaillé plusieurs fois pour moi. Il était à demi toqué, à demi génial, mais foncièrement honnête. L'ennui avec lui était son inclination à mener sa partie seul. Cela le rendait à peu près inutile dans un service secret, chose regrettable, car il possédait des facultés hors ligne. C'était, je crois, l'homme le plus brave du monde, car il tremblait toujours de peur, et cependant il ne reculait devant rien. J'ai reçu de lui une lettre le 31 mai. Mais il était mort depuis 8 jours. La lettre fut écrite et mise à la poste le 23. Évidemment, il ne prévoyait pas une fin aussi proche. Sa correspondance mettait d'ordinaire 1 semaine à me parvenir, car elle était expédiée sous double enveloppe en Espagne et de là à Newcastle. Il avait la manie, vous le savez, de dissimuler ses traces. « Que disait-il » balbutiai-je. « Rien, simplement qu'il était en danger, mais qu'il avait trouvé asile chez un ami sûr et que je recevrais de ses nouvelles avant le 15 juin. Il ne me donnait pas d'adresse, mais disait qu'il logeait près de Portland Place. Son intention était, je crois, de vous disculper s'il lui arrivait quelque chose. En recevant cette lettre, je me rendis à Scotland Yard, repassai les détails de l'enquête et conclus que c'était vous, monsieur Hannay, l'ami en question. Nous prîmes sur votre compte des informations qui se trouvèrent favorables. Je crus comprendre que votre disparition avait pour cause non seulement la police, mais encore une autre crainte, et en recevant le billet de Harry, je devinai le reste. Je vous ai attendu à tout moment depuis 8 jours. On peut imaginer quel poids cela m'ôta de l'esprit. Je me sentis de nouveau un homme libre, car je n'avais plus à lutter que contre les ennemis de mon pays, et non plus contre sa justice. « Et maintenant, voyons ce petit calepin, » dit Sir Walter. Son examen nous prit une grande heure. Je lui expliquai le chiffre, et il sut s'en servir tout de suite. Il corrigea ma lecture en divers passages, mais ma traduction se trouva correcte en gros. Dès avant la fin, son visage revêtait un sérieux extrême, et il resta ensuite quelque temps silencieux. « Je ne sais que faire, dit-il enfin. Il a raison sur un point, à savoir ce qui va se passer après-demain. Comment diable cela a-t-il pu transpirer? Voilà déjà qui est assez mauvais. Mais tout ce qui concerne la guerre et la pierre noire, cela me fait l'effet du pire mélo. Que n'ai-je plus de confiance dans le jugement de Scudder? L'ennui, avec lui, c'est qu'il était trop romanesque. Il avait le tempérament artiste, et il prétendait embellir la vérité toute nue. Il avait, en outre, quelques travers bizarres. Les Juifs, par exemple, le faisaient voir rouge. Et les Juifs
et la haute finance. La pierre noire, reprit-il. Der Schwarzstein. C'est comme dans les livraisons à dessous. Et tout ce bourrage concernant Carolides, c'est la partie faible de l'histoire, car je sais pertinemment que le vertueux Carolides est capable de durer plus longtemps que nous deux. Aucun pays en Europe ne désire le voir disparaître. De plus, il vient de déployer ses talents à Berlin et à Vienne, et de procurer à mon chef quelques mauvais moments. Non, Scudder a perdu la piste là-dessus. Franchement, Hannay, je ne crois pas cette partie de son histoire. Il se brasse quelque vilaine affaire, il en a découvert trop, et il y a perdu la vie. Soit. Mais je suis prêt à donner ma parole qu'il s'agit là de simple espionnage. Une certaine grande puissance européenne est entichée de son système d'espionnage, et ses méthodes ne sont pas des plus scrupuleuses. Comme elle paye aux pièces, ses émissaires n'iront pas reculer devant un meurtre ou deux. Ils veulent nos instructions navales pour leur collection du Marineramt. Mais ces instructions seront classées dans un cartonnier. Voilà tout. À ce moment, le majordome pénétra dans la pièce. « On vous demande au téléphone de Londres, Sir Walter. C'est M. F. qui désire vous parler personnellement. » Mon hôte s'en alla au téléphone. Il revint au bout de 5 minutes, tout pâle. « Je fais mes excuses au man de Scudder, dit-il. Carolides a été tué d'un coup de revolver, ce soir, quelques minutes avant 7 heures. Chapitre 8. Où la pierre noire apparaît. Le lendemain matin, après 8 heures d'un sommeil sans rêve, je descendis pour déjeuner et trouvai devant les rôtis et les confitures Sir Walter occupé à déchiffrer un télégramme. Ses fraîches couleurs de la veille semblaient un peu atténuées. « J'ai passé 1 heure au téléphone après votre coucher, dit-il. J'ai engagé mon chef à parler au premier lord et au secrétaire de la guerre, et ils font venir Royer un jour plus tôt. Cette dépêche le confirme. Il sera à Londres à 5 heures. Bizarre que le mot du code pour sous-chef d'état-major général soit « porché ». Il me désigna les plats chauds et reprit. « Je ne crois d'ailleurs pas que cela serve à grand-chose. Si vos bons amis ont été assez malins pour découvrir le premier arrangement, ils le seront encore pour découvrir sa modification. Je donnerais 1 an de ma vie pour savoir où est la fuite. Nous croyons qu'il n'y avait en Angleterre que 5 personnes au courant de la visite de Royer, et vous pouvez être certain qu'il n'y en avait même pas autant en France, car là-bas, ils prennent mieux leurs précautions. » Tandis que je mangeais, il continua de parler, et, à mon étonnement, il me favorisa de son entière confiance. « Ne peut-on changer les dispositions ?» demandai-je. « On pourrait, » répondit-il, « mais nous voulons l'éviter, si possible. Elles sont le résultat d'un travail infini, et aucun succès d'année ne les vaudrait. D'ailleurs, sur certains points, tout changement est impossible. Néanmoins, on pourrait faire quelque chose, si c'était absolument nécessaire. Mais vous voyez la difficulté, Hannay. Nos ennemis ne vont pas être stupides au point de dévaliser Royer, ou autre truc enfantin du même genre. Ils savent que cela ferait du bruit et nous mettrait sur nos gardes. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir les détails à l'insu de nous tous, de façon à ce que Royer retourne à Paris, persuadé que toute l'affaire est demeurée absolument secrète. S'ils ne peuvent arriver à ce résultat, ils ratent leur coup, car ils savent que dès l'instant où nous avons des soupçons, tous les plans vont être modifiés. Alors nous devons nous attacher au pas du Français jusqu'à son retour chez lui, répliquai-je. S'ils croyaient pouvoir obtenir l'information à Paris, c'est là qu'ils essaieraient. Autrement dit, ils ont préparé à Londres quelques dessins machiavéliques, dont ils escomptent le succès. Royer dîne avec mon chef, après quoi il vient chez moi, où 4 personnes le verront. Whittaker de l'Amirauté, moi-même, Sir Arthur Drew et le général Winstanley. Le premier lord un peu souffrant est parti à Sheringham. Chez moi, Royer recevra de Whittaker un certain document, après quoi il sera transporté en auto à Portsmouth, d'où un torpilleur l'emmènera au Havre. Son voyage est trop sérieux pour user du paquebot ordinaire. On ne le perdra pas de vue un seul instant jusqu'à ce qu'il soit rendu sain et sauf sur la terre de France. De même pour Whittaker, jusqu'à sa rencontre avec Royer. C'est tout ce que nous pouvons faire de mieux, et je ne vois pas la moindre anicroche possible. Mais je n'en avoue pas moins que je ne suis aucunement rassuré.
Cet assassinat de Carolides va faire un bruit de tous les diables dans les chancelleries d'Europe. » Après le déjeuner, il me demanda si je savais conduire une auto. « Eh bien, vous me servirez de chauffeur pour aujourd'hui et vous porterez la livrée de Hudson. Vous avez à peu près sa taille. Vous êtes intéressé dans cette affaire et nous ne devons rien laisser au hasard. Nos adversaires sont des hommes résolus à tout, qui ne respecteraient pas la retraite campagnarde d'un homme d'État surmené. » Lors de mon arrivée à Londres, j'avais acheté une auto et je m'étais amusé à parcourir le sud de l'Angleterre de sorte que je connaissais un peu la géographie du pays. J'emmenais Sir Walter à la ville par la route de Bath et marchais bon train. C'était une matinée de juin, tiède et sans un souffle, qui promettait de s'alourdir par la suite. Mais, en attendant, il faisait délicieux à rouler par les petites villes aux rues arrosées de frais, et le long des jardins de la vallée de la Tamise. Je débarquai Sir Walter à son hôtel de Queen Anne's Gate à 11h30 précises. Le majordome suivait par le train avec le bagage. Son premier soin fut de me conduire à Scotland Yard. Un correct gentleman, à figure rase de notaire, nous y reçut. « Je vous amène l'assassin de Portland Place. » Telle fut la présentation de Sir Walter. On lui répondit par un sourire oblique. « Le cadeau eût naguère été le bienvenu, Bullivant. Car c'est là, je suppose, ce monsieur Richard Hannay qui, pendant quelques jours, a si fort intéressé mon service. » « Monsieur Hannay l'intéressera encore. Il a beaucoup à vous raconter, mais pas aujourd'hui. Pour des raisons majeures, son histoire doit attendre encore 24 heures. Alors, je vous le garantis, elle vous intéressera et même vous édifiera. Je tiens à ce que vous affirmiez à monsieur Hannay qu'il n'a plus à craindre aucune tracasserie. » Cette assurance me fut donnée aussitôt. « Vous pouvez aller où bon vous semblera, me dit-on. Votre appartement, que vous ne désirez peut-être plus occuper, vous attend, gardé par votre domestique. » Comme on ne vous a jamais occupé officiellement, nous pensions qu'il n'y avait pas lieu à réhabilitation publique. Mais sur ce point, bien entendu, vous ferez comme bon vous semblera. « Nous aurons peut-être encore besoin de votre aide, Mac Gillivray, » dit Sir Walter quand nous prîmes congé. Après quoi, il me rendit ma liberté. « Venez me revoir demain, Hannay. Je n'ai pas besoin de vous recommander de vous tenir parfaitement coi. À votre place, j'irai me coucher, d'autant que vous devez avoir des arriérés de sommeil à liquider. Vous ferez mieux de ne pas vous montrer, car si l'un de vos bons amis de la pierre noire vous voyait, cela pourrait vous attirer des désagréments. » Je me sentis singulièrement désemparé. Au début, je trouvais fort agréable d'être à nouveau un homme libre et de pouvoir aller où je voulais sans crainte aucune. Cet unique mois passé au banc de la société m'avait amplement suffi. J'allais au Savoy et m'y commandais un déjeuner des plus soignés, après quoi je fumais le meilleur cigare qu'on trouvât dans l'établissement. Mais mon inquiétude persistait. Lorsque je me voyais regardé par quelqu'un du restaurant, je me figurais qu'il pensait à l'assassinat. Je pris ensuite un taxi et me fis conduire à plusieurs milles dans le nord de Londres. Je revins à pied entre des champs et des rangées de villas et de terrasses, auxquelles succédèrent des bouges et des rues sordides. Ce retour ne me prit guère moins de 2 heures. Cependant, mon inquiétude ne faisait qu'empirer. Je sentais que de graves, de formidables événements étaient sur le point de s'accomplir, et moi, la cheville ouvrière de toute l'affaire, je m'en trouvais exclu. Royer allait débarquer à Douvres. Sir Walter allait faire des projets avec les quelques personnes d'Angleterre qui étaient dans le secret, et quelque part dans l'ombre, la pierre noire travaillerait. J'éprouvais le sentiment du danger et de la catastrophe imminente, et j'avais la singulière persuasion que moi seul je pouvais la conjurer, que moi seul je pouvais lutter. Mais j'étais hors du jeu à présent. Et quoi de plus naturel ? Il n'y avait nulle apparence que des ministres de cabinet, des lords de l'amirauté et des généraux iraient m'admettre dans leurs conseils. J'en vins bientôt à désirer la rencontre de l'un de mes 3 ennemis. Il s'ensuivrait des résultats. J'éprouvais un désir immodéré d'avoir avec ces messieurs une explication, au cours de laquelle je pourrais cogner et démolir quelqu'un. J'en arrivais bientôt à être d'une humeur exécrable. Je n'éprouvais aucune envie de retourner à mon appartement. Il faudrait bien en arriver là un jour ou l'autre, mais comme il me restait encore assez d'argent,
je résolus de remettre la chose au lendemain matin et d'aller coucher à l'hôtel. Mon irritation persista durant tout le dîner, que je pris dans un restaurant de Jermyn Street. Je n'avais plus faim et je laissai passer plusieurs plats sans y toucher. Je bus presque toute une bouteille de Bourgogne sans qu'elle parvînt à me dérider. Une agitation abominable s'était emparée de moi. J'avais beau n'être qu'un garçon comme tout le monde, sans talent particulier, je n'en restais pas moins convaincu que l'on avait besoin de moi pour aider à terminer cette affaire. Que sans moi, tout irait à volo. Je me répétais que c'était là une sotte outrecuidance, que 3 ou 4 des plus habiles personnages qui fussent, et disposant de toutes les ressources de l'Empire britannique, s'occupaient de l'affaire. Je n'arrivais pas à me persuader. Il me semblait qu'une voix me parla à l'oreille, ne cessant de m'exhorter à agir, faute de quoi je m'en repentirais à tout jamais. En fin de compte, vers 9h30, je résolus d'aller à Queen Anne's Gate. Fort probablement, je ne serais pas reçu, mais cela me mettrait la conscience en repos d'essayer. Je descendis Jermyn Street. Au coin de Duke Street, je croisai une troupe de jeunes hommes en habits de soirée qui sortaient de dîner et se rendaient au music-hall. Parmi eux se trouvait M. Marmaduke Jopley. À ma vue, il s'arrêta court. « Bon Dieu, c'est l'assassin !» s'écria-t-il. « À moi, les amis, attrapez-le ! C'est Hannay, l'auteur du crime de Portland Place. » Il me saisit par le bras et ses compagnons m'entourèrent. Bien qu'il n'en pût résulter pour moi aucun ennui, ma mauvaise humeur me poussa à me conduire stupidement. Un policeman survint. J'aurais dû lui dire la vérité, et, au cas où il ne m'aurait pas cru, lui demander de me conduire à Scotland Yard, ou du moins au poste de police le plus proche. Mais sur le moment, tout délai me parut insupportable, et je ne pus me contenir devant la tête de crétin que faisait Marmie. Je lui appliquai un gauche, et eus la satisfaction de le voir s'étaler de tout son long dans le ruisseau. Il s'ensuivit une affreuse bagarre. Tous sautèrent sur moi en un instant, et le policeman me prit à revers. Je distribuai quelques bons coups, et je pense qu'en combat loyal, je les aurais tous roulés. Mais le policeman me ceintura par derrière, et un autre individu en profita pour me serrer à la gorge. En proie à une fureur noire, j'entendis le gardien de l'ordre demander de quoi il s'agissait, et Marmie déclarer entre ses dents brisées que j'étais l'assassin Hannay. « Oh, assez, nom de Dieu !» m'écriai-je. « Faites-le taire. Quant à vous, l'agent, je vous conseille de me laisser tranquille. Scotland Yard est édifié sur mon compte, et vous attraperez un fameux savon si vous vous occupez de moi. »« Il vous faut venir avec moi, jeune homme, » dit le policeman. « Je vous ai vu frapper ce monsieur avec une brutalité inouïe. C'est vous d'ailleurs qui avez commencé, car il ne vous faisait rien. Je vous ai vu. Si vous ne venez pas tranquillement, je serai forcé de vous attacher. » Mon exaspération, jointe à l'idée tyrannique qu'à aucun prix je ne devais m'attarder, me donna la force d'un éléphant en rut. Je culbutai proprement le policeman, envoyai au plancher l'homme qui me tenait au collet et détalai à toute allure dans Duke Street. J'entendis derrière moi un coup de sifflet et une ruée de gens. Je suis doué d'une jolie vitesse, et ce soir-là, j'avais des ailes. En un clin d'œil, je fus dans Pall Mall et tournai vers St. James Park. J'évitai le policeman de garde aux portes du palais, plongeai dans un embarras de voitures à l'entrée du mall et me dirigeai vers le pont, le tout avant que mes poursuivants eussent traversé la chaussée. Dans les allées du parc, je me lançai à fond de train. Heureusement, elles étaient presque désertes, et personne ne tenta de m'arrêter. Je ne voyais qu'une chose, arriver à Queen Anne's Gate. Lorsque je pénétrai dans cette paisible artère, elle me parut vide. En face de l'hôtel de Sir Walter, situé dans la partie resserrée, je vis 3 ou 4 autos arrêtées. Je ralentis à quelques mètres en avant et marchai droit à la porte. Si le majordome me refusait l'entrée, ou si même il tardait à m'ouvrir, j'étais fichu. Il ne tarda point. J'avais à peine sonné que la porte s'ouvrit. « Il faut que je voie Sir Walter, haltai-je. Mon affaire est d'importance capitale. » Le majordome était de haute taille. Sans qu'un de ses muscles bougeât, il me tint le battant ouvert, puis le referma sur moi. « Sir Walter est occupé, monsieur, et j'ai reçu l'ordre de n'introduire personne chez lui. Vous voudrez bien attendre. »
L'hôtel était à l'ancienne mode, avec un grand vestibule où des pièces donnaient de chaque côté. Au fond se voyait un réduit, pourvu d'un téléphone et d'une couple de chaises, où le majordome m'offrit de m'asseoir. « Écoutez, chuchotai-je, il se passe du vilain et j'y suis mêlé. Mais Sir Walter est au courant, et c'est pour lui que je travaille. Si on vient vous demander après moi, dites que vous ne m'avez pas vu. » Il fit un signe d'assentiment, et tout aussitôt un bruit de voix s'éleva au dehors, et on sonna violemment. Le majordome fut admirable. Il ouvrit la porte, et l'air impassible comme une image attendit la question. Puis il leur en donna de sa façon. Il leur dit à qui appartenait l'hôtel, répéta les ordres reçus, et les repoussa du seuil, majestueusement. Je voyais tout de mon réduit, et m'amusais comme au théâtre. J'attendais depuis peu de temps lorsqu'on sonna de nouveau. Le majordome ne fit pas de difficulté à introduire le nouveau visiteur. Pendant qu'il retirait son pardessus, je vis qui c'était. On ne pouvait alors ouvrir un journal ou une revue sans rencontrer cette figure. La barbe grise taillée en bouc, les dures mâchoires de lutteur, le nez carré du bout et les yeux bleus et perçants. C'était le premier lord de l'amirauté, l'homme qui a, dit-on, reconstitué la flotte britannique. Il passa devant mon réduit et pénétra dans une salle en arrière du vestibule. La porte en s'ouvrant me laissa entendre un bruit de voix assourdie. Elle se referma, et je me trouvai de nouveau seul. Durant 20 minutes, je restai là, sans savoir à quoi me résoudre. J'éprouvais encore l'absolue conviction que j'étais nécessaire, mais quand ou comment, je l'ignorais tout à fait. Je ne cessais de consulter ma montre, et lorsque les aiguilles approchèrent le 10h30, je commençai à croire que la conférence tirait à sa fin. D'ici un quart d'heure, Royer filerait sur la route de Portsmouth. Soudain, un timbre retentit, et le majordome parut. La porte de la salle du fond se rouvrit, et le premier lord de l'amirauté sortit. Comme il passait devant moi, il jeta un coup d'œil dans ma direction, et pendant une seconde, nous nous dévisageâmes. Cela ne dura qu'une seconde, mais c'en fut assez pour me faire bondir le cœur. Je n'avais jamais vu le grand homme auparavant, et il ne me connaissait pas non plus. Mais au cours de cette durée infime, une lueur parut dans son regard. Il me reconnaissait. Impossible de s'y méprendre. C'était un éclair, une étincelle, un rien, mais ce rien signifiait une chose, et une seule. Ce fut involontaire de sa part, et cela disparut aussitôt. Il continua son chemin. Livré à un tourbillon de folles imaginations, j'entendis la porte de la rue se refermer sur lui. J'attrapai l'annuaire du téléphone et cherchai le numéro de son domicile. La communication me fut donnée aussitôt, et je perçus la voix d'un valet. « Est-ce que sa seigneurie est chez elle ?» demandai-je. « Milord est rentré, il y a une demi-heure, » fit la voix. « Il est déjà couché, car il est indisposé ce soir. Peut-on faire votre commission, monsieur ?» Je raccrochai et me laissai tomber sur une chaise. Mon rôle dans cette affaire n'était décidément pas terminé. Nous l'échappions belle, mais j'arrivais à temps. Il n'y avait pas un instant à perdre. Je me dirigeai vers la porte de la salle du fond, où j'entrai sans frapper. 5 personnes installées autour d'une table ronde levèrent sur moi des yeux étonnés. Il y avait là Sir Walter et le ministre de la guerre, Drew, que je connaissais par ses photographies. Un petit homme âgé devait être Whittaker, le chef de l'amirauté, et j'identifiais le général Winstanley grâce à la longue cicatrice de son front. Le 5e était un gros petit homme à la moustache poivre et sel et aux sourcils broussailleux, qui venait de s'arrêter au milieu d'une phrase. Les traits de Sir Walter exprimaient la surprise et l'irritation. « Je vous présente Monsieur Hannay, dont je vous ai parlé, » dit-il à la ronde en manière d'excuse. « Il me semble, Monsieur Hannay, que votre visite est intempestive. » Je recouvrai peu à peu mon sang-froid. « Cela reste à voir, monsieur, » répliquai-je. « Mais je crois plutôt qu'elle arrive juste à point. Pour l'amour de Dieu, messieurs, dites-moi qui vient de sortir d'ici à la minute. »« Lord Alloa, » dit Sir Walter, rougissant de colère. « Ce n'était pas lui, » m'écriai-je. « C'était sa vivante image, mais ce n'était pas Lord Alloa. C'était quelqu'un qui m'a reconnu, quelqu'un que j'ai vu le mois dernier.
Il venait à peine de franchir le seuil que j'ai téléphoné à l'hôtel de Lord Alloa. On m'a répondu qu'il était rentré depuis une demi-heure, pour se mettre au lit aussitôt. « Mais qui haleta quelqu'un. « La pierre noire !» m'écriai-je. Et je me laissais tomber dans le fauteuil vacant depuis si peu de temps, au milieu de 5 personnages entièrement bouleversés. Chapitre 9. Les 39 marches. « C'est absurde !» déclara le chef de l'amirauté. Sir Walter se leva et quitta la pièce, nous laissant pensifs et les yeux baissés. Il revint au bout de 10 minutes, la mine allongée. « J'ai causé avec Alloa, dit-il. Je l'ai fait tirer de son lit, non sans difficulté. Il est rentré directement après le dîner chez Mulross. »« Mais c'est de la folie !» interrompit le général Winstanley. « Vous voudriez me faire croire que cet homme a pu venir ici et rester là à côté de moi pendant toute une demi-heure sans que je m'aperçoive de la substitution ? Il faut qu'Alloa ait perdu la tête. » « Ne voyez-vous pas de quelle habileté ils ont fait preuve, dis-je. Vous étiez trop préoccupé d'autre chose pour voir clair. L'identité de Lord Alloa allait de soi. S'il se fût agi de quelqu'un d'autre, vous l'auriez peut-être regardé plus attentivement, mais sa présence à lui était toute naturelle, et cela vous a fermé les yeux. » Mais alors le Français parla, très posément et en bon anglais. « Ce jeune homme a raison. Sa psychologie est juste. Nos ennemis n'ont pas été si bêtes. » Il pencha sur l'assistance son front méditatif. « Je vais vous conter une histoire, fit-il. Elle m'est arrivée il y a longtemps, au Sénégal. J'étais cantonné dans un poste perdu, et pour me distraire, j'avais pris l'habitude de pêcher dans la rivière où abondaient de gros barbeaux. Une petite jument arabe, appartenant à cette race, originaire des dunes salines, que l'on trouvait naguère à Tombouctou, portait de coutume mon panier à provisions. Or, un matin où je faisais bonne pêche, la jument se montra singulièrement agitée. Je l'entendis hennir, se plaindre et frapper du pied, et je la calmai de la voix tout en m'occupant du poisson. Je ne cessais pas de la voir du coin de l'œil, croyais-je, attachée à un arbre distant de 20 mètres. Au bout de 2 heures, l'envie me vint de manger un morceau. Je rassemblai mon poisson dans un sac de toile goudronné et descendis vers ma jument le long de la berge, en traînant ma ligne. Arrivé près d'elle, je lui jetai sur le dos le sac. Il s'interrompit et nous regarda. Ce fut l'odeur qui me donna l'éveil. Je tournai la tête et vis à 3 pas de moi un lion qui me considérait. Un vieux mangeur d'hommes, la terreur du village. Il ne restait plus de la jument qu'un amas sanglant d'os et de peau caché derrière lui. « Comment cela finit-il » demandai-je, car j'étais assez chasseur pour reconnaître une histoire authentique. Je lui fourrai ma canne à pêche dans la gueule, et j'avais un revolver. Puis mes serviteurs arrivaient justement avec des fusils. Mais il m'a laissé sa marque. Et il nous montra sa main où manquaient 3 doigts. « Réfléchissez, dit-il. La jument était morte depuis plus d'1 heure, et le fauve n'avait cessé de me surveiller depuis. J'ignorais le meurtre, parce que j'étais habitué à l'agitation de ma bête, et je ne remarquais pas son absence, parce que je l'apercevais simplement comme une tache rousse, et le lion en tenait lieu. Eh bien, messieurs, s'il me fut possible de me leurrer de la sorte, dans un pays où l'on a l'essence aux aguets, pourquoi voudriez-vous que nous, citadins préoccupés d'affaires, ne nous trompions pas également ? » Sir Walter acquiesça. Nul ne songeait à le contredire. « Mais je ne comprends pas, » reprit Winstanley. « Leur but était d'obtenir ces renseignements à notre insu. Or, il suffisait pour découvrir la supercherie que l'un de nous rappelât notre rencontre de ce soir à Alloa. » Sir Walter eut un rire bref. « Ce choix d'Alloa prouve leur intelligence. Lequel d'entre nous fût allé lui reparler de ce soir ? Où lui serait-il arrivé, à lui, d'entamer ce sujet ? » Et, en effet, le premier lord de la mer était bien connu pour sa taciturnité et son humeur peu endurante. « Resterait à savoir, dit le général, quel avantage sa visite ici va procurer à cet espion. Il n'a pu retenir de mémoire plusieurs pages de chiffres et de noms étrangers. »« Ce n'est pas difficile, » répliqua le Français. « Un bon espion doit s'exercer à posséder une mémoire photographique.
à l'instar de votre Macaulay. Remarquez qu'il n'a rien dit, mais qu'il a parcouru ses papiers à diverses reprises. Nous devons, je crois, admettre qu'il en a emporté tout le détail, imprimé dans son souvenir. Quand j'étais plus jeune, j'étais capable de ce petit tour de force. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de changer nos dispositions, dit avec tristesse Sir Walter. Whittaker semblait fort ennuyé. « Avez-vous raconté à Lord Alloa ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Non ? Eh bien, je ne puis l'affirmer en toute certitude, mais je crains fort que pour faire des changements sérieux, il ne nous faille modifier la géographie de l'Angleterre. »« Je dois vous dire autre chose, » ajouta Royer. « J'ai parlé librement lorsque cet homme était ici. J'ai laissé échapper quelques mots sur les dispositions militaires de mon gouvernement. J'avais l'autorisation de le faire, mais cette information est d'un prix inestimable pour nos adversaires. Non, mes amis, je ne vois qu'un moyen. L'homme qui est venu ici doit, ainsi que ses confédérés, être pris, et pris sans retard. »« Bon Dieu !» m'écriai-je, « mais nous n'avons pas l'ombre d'un indice. » »« En outre, » fit Whittaker, « il y a la poste. À l'heure qu'il est, la nouvelle est peut-être en route. »« Non, » répliqua le Français, « vous ne connaissez pas la manière de faire d'un espion. Il reçoit sa récompense en personne, et il remet en personne ses renseignements. Nous autres, en France, nous ne connaissons que trop cette espèce. Il nous reste une chance, mes amis. Ces individus doivent passer la mer, que l'on fouille les navires et que l'on surveille les ports. Croyez-moi, c'est un cas des plus graves, tant pour la France que pour l'Angleterre. » Le bon sens parfait de Royer nous réconforta. Il représentait l'homme d'action parmi des indécis. Mais je ne voyais d'espoir d'aucun côté. Comment pouvions-nous, parmi les 50 millions d'habitants de ces îles, et en 12 heures, mettre la main sur les plus habiles canailles de l'Europe ? Tout à coup, il me vint une idée. « Où est le calepin de Scudder ?» lançai-je à Sir Walter. « Vite, donnez-le. Je me rappelle qu'il y a quelque chose dedans. » Il ouvrit un pupitre fermé à clé et me passa le calepin. Je trouvai l'endroit et lus. 39 marches. Et encore une fois, 39 marches, je les ai comptées. Haute mer à 22h17. L'homme de l'amirauté me regardait comme s'il m'eût cru fou. « Ne comprenez-vous pas que c'est un indice ?» m'écriai-je. « Scudder connaissait le repère de ces gens. Il a gardé pour lui le nom de l'endroit, mais il savait par où il devait quitter le pays. C'est demain leur jour, et c'est un endroit où la mer est haute à 22h17. »« Ils sont peut-être partis ce soir, » dit quelqu'un. « Sûrement non. Ils n'iraient pas se presser quand ils ont leurs bons petits moyens secrets. Je connais les Allemands, ils sont entichés de travailler d'après un plan. Où diable puis-je me procurer un annuaire des marées ?» Whittaker reprit courage. « C'est un moyen, fit-il. Allons-nous-en jusqu'à l'amirauté. » Nous montâmes dans 2 des autos qui attendaient, à l'exception de Sir Walter qui se rendit à Scotland Yard pour mobiliser Mac Gillivray, comme il dit. Après avoir parcouru d'interminables corridors et des pièces nues où s'affairaient les femmes de ménage, nous arrivâmes enfin à une petite salle garnie de livres et de cartes. On dénicha le préposé, qui tira aussitôt de la bibliothèque l'annuaire officiel des marées. Je m'installai au pupitre, entouré de mes compagnons, debout, car j'avais en quelque sorte pris le commandement de l'opération. Rien à faire. Il y avait des centaines de rubriques, et autant que je pus voir, 22h17 s'appliquait à 50 endroits. Il nous fallait trouver un moyen de rétrécir le champ de nos investigations. Je me pris la tête à 2 mains pour réfléchir. Il devait y avoir un moyen de déchiffrer cette énigme. Que voulait dire Scudder avec ses 39 marches ? Je pensais à des marches de quai, mais s'il s'était agi de cela, il n'eût pas mentionné leur nombre. Il devait s'agir d'un endroit comportant plusieurs escaliers, dont l'un se distinguait des autres par le fait de posséder 39 marches. Tout à coup, il me vint une idée, et je me mis à rechercher tous les départs de paquebots. Aucun ne partait à 22h17. Quelle importance avait la marée haute ?
S'il s'agissait d'un port, ce devait être un petit port où l'on attendait la marée, ou bien il s'agissait d'un navire à gros tirant d'eau. Mais aucun vapeur de service régulier ne partait à cette heure-là, et d'ailleurs je ne pouvais m'imaginer qu'ils iraient voyager par un grand navire quittant un port régulier. Donc il s'agissait d'un petit port où la marée prenait de l'importance, ou même il n'y avait pas de port du tout. Mais dans le cas d'un petit port, je ne voyais pas ce que les marches signifiaient. Aucun port, à ma connaissance, ne présentait une série d'escaliers. Ce devait être plutôt un endroit que caractérisait un escalier déterminé, et où la mer était pleine à 22h17. En somme, je conjecturais que l'endroit devait se trouver sur une côte sans abri. Mais les escaliers continuaient à m'embarrasser. Je revins ensuite à des considérations plus générales. Par où y avait-il chance qu'un homme parti pour l'Allemagne, un homme pressé, désirant faire une traversée rapide et secrète? Assurément, pas d'aucun des grands ports. Non plus que des côtes de la Manche, de l'Ouest ou de l'Écosse, étant donné que cet homme partait de Londres. Je mesurais les distances sur la carte et m'efforçais de me mettre dans la peau de mon adversaire. À sa place, je gagnerais Ostende, Anvers ou Rotterdam, et je partirais de quelque part sur la côte est, entre Cromer et Douvres. Toutes ces conjectures demeuraient très vagues, et je ne prétends pas qu'elles fussent ingénieuses ni scientifiques. Je n'avais rien d'un Sherlock Holmes, mais je me suis toujours reconnu une sorte d'instinct dans les matières de ce genre. Je ne sais si je me fais comprendre, mais je m'efforçais de tirer de ma raison tout ce qu'elle pouvait fournir, et une fois qu'elle se butait à une impasse, je m'en remettais à l'instinct, et mes divinations se trouvaient d'ordinaire correctes. Je consignais donc toutes mes déductions sur une feuille du papier de l'amirauté. Je les libellais comme suit. Entière certitude. 1. Endroit où existent plusieurs escaliers. Celui en question se distingue par le fait qu'il a 39 marches. 2. Marée haute à 22h17. Appareillage uniquement possible à marée haute. 3. Les marches ne sont pas des marches de quai. L'endroit n'est donc probablement pas un port. 4. Pas de paquebot de nuit régulier à 22h17. Le moyen de transport doit être un caboteur. Peu probable, un yacht ou un bateau de pêche. Mon raisonnement n'allait pas plus loin. Je dressais une autre liste que j'intitulais « Conjecture », mais je lui attribuais la même certitude qu'à l'autre. Conjecture. 1. L'endroit n'est pas un port, mais une côte ouverte. 2. Bateau petit, lougre, yacht ou canot à moteur. 3. L'endroit, quelque part sur la côte, et entre Cromer et Douvres. Il m'a paru peu banal de trôner devant ce bureau, sous les yeux d'un ministre, d'un maréchal de l'armée britannique, de 2 hauts dignitaires du gouvernement et d'un général français, cependant que du griffonnage d'un défunt, je m'efforçais d'extraire un secret qui était pour nous une question de vie ou de mort. Sir Walter nous avait rejoints, et Mac Gillivray ne tarda pas à le suivre. Il venait d'envoyer des ordres pour faire rechercher, dans les ports et les gares, les 3 hommes dont j'avais donné le signalement à Sir Walter. Pas plus que les autres, toutefois, il ne croyait que cela dût servir à grand-chose. « Voici tout ce que je peux y voir, dis-je. Il nous faut découvrir un lieu où plusieurs escaliers descendent au rivage, l'un de ces escaliers possédant 39 marches. Ce lieu me paraît situé sur une côte ouverte, aux falaises assez élevées, quelque part entre le Walsh et la Manche. De plus, en cet endroit, la mer est haute demain soir à 22h17. Puis, une idée me vint. J'ajoutai. N'y a-t-il pas un inspecteur des gardes-côtes ou quelqu'un du même genre qui connaisse la côte Est? Whittaker en savait un, qui habitait à Clapham. Il partit en auto le chercher, et nous restâmes dans la petite salle à l'attendre, en causant de choses et d'autres. J'allumai une pipe et repassai toute l'affaire au point de m'endolorir les méninges. Vers 1h du matin, l'homme des gardes-côtes arriva. C'était un beau vieillard qui ressemblait à un officier de marine et qui montrait pour nous tous un respect excessif. Je laissai le ministre de la guerre l'interroger lui-même, car je sentais qu'il me trouverait bien osé de parler le premier. « Voudriez-vous nous énumérer les endroits que vous connaissez sur la côte Est, où il y a des falaises et où plusieurs escaliers descendent à la mer ?»
Il réfléchit un instant. « De quel genre d'escalier parlez-vous, monsieur ? Il existe beaucoup d'endroits où des chemins sont taillés dans la falaise, et beaucoup de ces chemins possèdent quelques marches. Ou parlez-vous d'escaliers ordinaires, d'escaliers tout en marche, si l'on peut dire ?» Sir Walter se tourna vers moi. « Nous parlons d'escaliers ordinaires, dis-je. » Il réfléchit 1 minute ou 2. « Il me semble que je n'en connais pas. Mais attendez, il y a un endroit du Norfolk, Brattlesham, près d'un terrain de golf, où se trouvent des escaliers pour permettre aux joueurs d'aller chercher les balles perdues. »« Ce n'est pas cela, dis-je. Il y a ensuite beaucoup de digues promenades. C'est peut-être ce que vous voulez dire. Chaque station de bain de mer en possède. » Je fis un signe négatif. « Ça doit être plus retiré que cela, dis-je. Ma foi, messieurs, je ne vois rien d'autre. À moins que... peut-être le Roof. »« Qu'est-ce que le Roof ? Demandai-je. »« C'est un grand promontoire de craie dans le Kent, tout près de Bradgate. On a bâti dessus un tas de villas, dont plusieurs ont des escaliers descendant à un rivage privé. C'est un endroit tout à fait grand genre, et ceux qui y résident aiment d'être tranquilles chez eux. » J'ouvris en toute hâte l'annuaire des marées et cherchai Bradgate. La marée haute y était le 15 juin à 22h27. « Nous voilà enfin sur la piste !» m'écriai-je avec animation. « Comment puis-je savoir l'heure de la marée au Roof ?»« Je vais vous le dire, monsieur, » fit l'homme des gardes-côtes. « J'ai une fois occupé une maison là-bas dans ce même mois-ci, et je sortais chaque soir pour aller pêcher en mer. La marée y est de 10 minutes en avance sur Bradgate. » Je refermai le livre et regardai mes compagnons. « Messieurs, leur dis-je, si l'un de ces escaliers possède 39 marches, nous avons résolu le problème. Je voudrais que vous me prêtiez votre voiture, Sir Walter, et une carte routière. Si monsieur Mac Gillivray veut bien m'accorder 10 minutes, nous pourrons combiner quelque chose pour demain. » Je sentais le ridicule de prendre ainsi la direction de l'affaire, mais ils ne parurent pas s'en apercevoir, et, après tout, puisque j'avais moi-même ouvert la danse. D'ailleurs, les entreprises ardues me connaissaient, et ces éminents personnages étaient trop avisés pour ne pas le voir. Ce fut le général Royer qui me donna tout pouvoir. « Pour ma part, dit-il, je remets volontiers l'affaire entre les mains de M. Hannay. » À 3h30, je filai à toute vitesse au clair de lune entre les haies du Kent, avec le meilleur policier de Mac Gillivray sur le siège à côté de moi.